démarche on peut avoir, quelles réflexions et quelles questions on doit se poser pour pouvoir mettre en place une stratégie sur Internet qui est relativement simple, mais qui est efficace. En fait, j'ai un passé dans la communication et le marketing. Il y a 4 ans, j'ai lancé un réseau social mobile pour vendre et acheter d'occasion qui s'appelle Shopus. Donc ça fait 4 ans que moi et mon conjoint avec qui j'ai lancé l'appli, on a les mains dans le cambouis, comme on dit, dans le digital. On a testé des choses, il y a des choses qu'on a réussi, il y a des choses où on s'est planté, clairement. Donc on a appris pas mal de choses pendant 4 ans. Et aussi par rapport aux différents réseaux qu'on fréquente, on s'est rendu compte que souvent les gens manquaient de compétences ou de connaissances pour pouvoir gérer sa stratégie digitale. Et on s'est dit que ça serait pas mal d'ouvrir un centre de formation. Donc on a ouvert un centre de formation qui a pour objectif d'aider les chefs d'entreprise, les responsables de communication, enfin bref, tous les gens qui peuvent avoir à gérer la présence sur le web pour donner les compétences de base pour savoir je fais quoi sur Internet aujourd'hui pour développer mon activité. Et donc, ce soir, évidemment, en 1 heure, vous doutez bien qu'on ne va pas devenir expert de tous les canaux, de tous les leviers. Déjà, moi, je ne suis pas experte de tous les leviers. L'objectif, c'est vraiment plus d'essayer de comprendre la démarche qu'il faut avoir pour réussir à savoir ce que je dois faire en fonction de mon activité. Alors, souvent, justement, quand on parle de stratégie Internet, c'est un peu la tête que les gens font. Et puis on me dit, alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est Jacques Sparrow un peu effrayé. Et souvent on me dit, ça coûte cher de mettre en place réellement une stratégie sur le web. Ou alors on me dit, c'est compliqué. Ou on va aussi me dire, c'est bon, moi j'ai déjà une page Facebook ou j'ai un site internet. Et souvent, finalement, la réponse qu'on entend, ou ce qu'on entend le plus souvent comme objection, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai déjà un métier, je ne sais pas, là vous avez votre expertise, que ce soit un commerce, que ce soit une TPE, je ne sais pas, un salon de massage, peu importe, mais vous avez déjà votre activité à gérer. Et donc vous me dites souvent, ce qu'on entend, c'est ça prend du temps. Or, ça prend du temps, si vous dites ça, c'est que ça ne vous rapporte pas grand-chose. Parce que le jour où ça vous ramènera des clients, du contact, de la notoriété, de la visibilité, peu importe ce que vous recherchez, vous direz plus, ça prend du temps. Donc l'objectif, c'est de voir comment on peut faire pour que vous ne soyez plus effrayé ou un petit peu perdu, on va dire, dans la jungle d'Internet aujourd'hui. Si on parle de stratégie, en fait, il faut se dire qu'avoir un compte Twitter, avoir une page Facebook, avoir un site Internet, c'est pas une stratégie. C'est au mieux des leviers, des moyens, c'est des tactiques, mais c'est pas une stratégie. Avoir une stratégie, en fait, ça va répondre à différents points. Et l'idée, c'est surtout que quand on a défini cette stratégie, c'est-à-dire en fait qu'on sait où on va, on évite un peu de tourner en rond, ou de se demander, je suis devant ma page Facebook, tiens, je dois faire un post, mais pour dire quoi? J'ai un site internet, mais finalement, j'ai tellement d'infos à mettre qu'il y a des onglets partout, on ne sait plus trop bien où on s'y retrouve. Et on se retrouve souvent un peu à tourner en rond. On sait qu'on doit être présent sur Internet, mais comment? Alors c'est le point sur lequel j'ai passé peut-être le plus de temps, parce que pour moi il est absolument fondamental en fait. C'est de définir et de travailler à la définition de ce qu'on appelle les personas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les personas? Par contre, si je vous dis les cibles, vous allez tous me dire oui. Or aujourd'hui, moi aussi, j'ai fait des études de marketing, on parlait de cibles. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et il y a beaucoup de moyens en communication, oui, on peut cibler. Sauf qu'aujourd'hui, quand on est une petite société, on n'a pas forcément ni les équipes, ni l'argent pour pouvoir toucher une cible, c'est-à-dire, je sais pas moi, les hommes de 35 à 55 ans sur la moitié de la France. Idéalement, on aimerait que ce soit tous nos clients, et c'est très difficile de savoir comment toucher réellement ces gens, et surtout, la notion de cible, finalement, va se contenter d'avoir des données sociologiques, démographiques. On va savoir en parler de zone rurale, de CSP+. Finalement, tout ça, c'est assez vaste. Et ça ne va pas nous aider à savoir comment communiquer, ou communiquer sur Internet, d'ailleurs, et pas que sur Internet. Cette partie personnelle, s'adapte complètement à votre réflexion, à votre communication, ce qu'on appelle même de communication offline, c'est-à-dire en dehors d'Internet. L'idée, c'est quoi en fait? C'est de définir un personnage fictif
qui va représenter un groupe de personnes qui a les mêmes objectifs ou les mêmes motivations par rapport à votre service, à votre offre ou à votre produit. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin que la notion de cible. On va carrément créer une carte d'identité assez précise de 3 à 5 personas. Le but, c'est pas non plus d'avoir un persona par client. Hein. J'ai bien dit, ça représente un groupe de personnes. Et en fait, on va se poser beaucoup plus de questions que simplement son travail, le lieu, s'il est marié ou s'il a des enfants. On va en fait se demander quelles sont ses motivations par rapport à mon service. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je veux, je sais pas, me détendre parce que je suis stressée, donc je vais rechercher peut-être des soins de bien-être. La personne d'à côté, elle a une maladie, elle a besoin régulièrement de se faire masser. Et puis enfin, il y a quelqu'un qui a une obsession de son corps. Je prends des exemples plus caricaturaux, mais c'est volontaire. Ces 3 personnes-là, en fait, même si au final elles vont se retrouver entre vos mains à se faire masser, elles n'ont pas la même motivation à l'origine. Et donc, on ne peut pas leur adresser de la même façon le même message. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, on est tous complètement submergés d'informations. Et l'information, si on reçoit une information qui nous intéresse et qui nous concerne, on est beaucoup plus prêt à la recevoir, à la lire et à l'accueillir, que si c'est une information qui n'a strictement rien à voir avec ma vie, mes centres d'intérêt, mon profil. Et donc, pour pouvoir, vous, être capable d'aller délivrer la bonne information sur Internet, il faut déjà connaître quelle est l'information que votre persona attend. On va pouvoir aussi réfléchir à son parcours. Une question que souvent on me pose, c'est quand est-ce qu'il faut publier sur les réseaux sociaux? J'ai envie de répondre, je ne sais pas. Parce que ça dépend de quoi? Ça va dépendre de ton persona. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que vous commercialisez, ce que vous vendez, de l'information que vous voulez diffuser, et ça va dépendre à qui vous vous adressez. Quelqu'un qui est travailleur de nuit ne va peut-être pas être sur les mêmes moments sur les réseaux sociaux que quelqu'un qui a un rythme plus classique. Exprès, je prends des exemples assez extrêmes. Et donc ça, c'est toujours pareil. Savoir quand est-ce que je publie, ça va dépendre en fait de mes vie. Si on est dans un endroit, moi je viens de Saint-Zo, c'est très touristique, il y a une saisonnalité, c'est des choses qu'on peut directement intégrer à son persona et pas traiter séparément. Et puis, on va voir, il y a la notion de frein aussi qu'on va pouvoir se poser comme question, c'est mon persona. Alors il y a des motivations, mais quels peuvent être ces freins? C'est une partie qu'il ne faut pas éluder. Mais si je me mets dans la peau de mon persona, quels peuvent être ces freins? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas que j'existe? Bref, pas mal de différents points. Et en fait, notre persona, on va tellement bien l'étudier qu'on va être capable à la fin de quasiment sortir de la verbatim. C'est-à-dire comment est-ce que lui, il exprimerait son intérêt face à ce que je propose, avec quels mots il va le dire. Et ça va vous aider à savoir quoi? Ça va vous aider à se connaître un ton avec lequel il faut lui parler. Et ça peut même, si on pousse la réflexion plus loin, vous aider à définir, on en parlera tout à l'heure, vous avez tous entendu parler de référencement. On parle référencement, on parle mots-clés. Ouais, mais c'est quoi les mots-clés? Moi j'ai les mots-clés que je connais par rapport à mon activité, mais quels sont les mots-clés que va aller taper le persona? Quelle est la requête qu'il va faire par rapport à sa motivation? Voilà, c'est un petit peu toutes ces pistes-là qu'il faut analyser. Là, je vous ai donné les grandes thématiques, mais vous allez voir que c'est un travail, comme je disais, qui est fondamental, qui est très précis en fait. On va même quasiment aller coller une photo qui est représentative de notre persona. Vous pourriez finalement être dans la rue et vous croisez quelqu'un et vous demandez est-ce que c'est un de mes personas? Est-ce que qui il est? Comment je vais à lui? Je lui présenterai mon service. Et peut-être que c'est un persona même négatif. Ça veut dire quoi? Un persona négatif, c'est quelqu'un à qui ça ne sert à rien d'aller vendre mon service ou mon produit. Parce que ça va me coûter trop cher, parce que c'est sûr qu'il n'en a pas besoin, parce que tout simplement c'est mon concurrent, pour plein de raisons. Mais le persona négatif est un persona important qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et de l'argent aussi. Donc, je parlais des motivations, on disait qu'est-ce que mon persona essaye d'atteindre personnellement, quel objectif il essaye d'atteindre. On a parlé de la journée type, de la semaine type, de la saisonnalité type du persona. Parce que ça peut me donner des pistes sur à quel moment je communique. L'engagement aussi qu'il a par rapport déjà au projet, est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que j'ai un persona qui est quelqu'un que je dois aller conquérir? J'ai des personas, c'est des gens que je vais fidéliser. Donc ça c'est important aussi d'avoir en tête parce qu'évidemment vous n'allez pas délivrer la même information à quelqu'un qui est venu chez vous 4 fois, qui vous connaît par cœur,
et quelqu'un qui ne sait même pas que vous existez. Parce que souvent vous vous demandez, mais je dois dire quoi? Si vous savez à qui vous vous adressez, à quel moment, vous saurez beaucoup plus facilement dire quoi. Un garagiste qui a besoin qui vient de s'installer dans un coin, il a besoin de dire qu'il vient de s'installer, mais pour peu qu'il était à quelques kilomètres avant, il va aussi devoir réinformer une clientèle qu'il avait déjà, il ne va pas communiquer de la même façon. Et puis le jour où il va faire quoi? Il va, j'en sais rien, il va faire du remorquage à 50 km dans la zone, et bien là, ça sera aussi une information qu'il va amener en priorité à des clients qu'il a déjà. Donc voilà, en fonction de l'engagement, du moment où on est par rapport à votre service, ça va donner des indices par rapport aux personnes. Et puis ses connaissances dans le domaine. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, moi je suis hypnothérapeute. Un hypnothérapeute, si on va le voir, on peut avoir besoin, soit il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup en hypnothérapie, soit il y en a qui vont vouloir aller parce qu'ils veulent découvrir une nouvelle façon d'arrêter de fumer par exemple. Donc les gens ne vont pas rechercher le même type d'information. Donc si vous avez un site internet, un blog ou des articles sur des réseaux sociaux, pareil, vous n'allez pas adresser le même type d'information. Il y a besoin de rassurer à un moment et d'autres peut-être à un moment d'expliquer sa technique. C'est un exemple. Tout ça, ça marche aussi très bien en B2B. C'est-à-dire qu'une fois on m'a dit, ah oui mais ça va quand on fait de la vente aux particuliers. Non en fait. Ça va aussi très bien en B2B parce que déjà, quand on vend à une autre entreprise, c'est quand même des humains qui sont derrière. Donc ils ont aussi des motivations, ils ont aussi des objectifs. Donc c'est aussi important de les connaître. Et puis, on va même pouvoir réussir à définir son scénario d'achat et de recommandation. Et en fait, bon ça c'est une formation, on passe 1 à 2 journées dessus, hein, donc je ne peux pas évidemment tout vous détailler, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que de se poser ces questions-là, déjà motivation, objectif, chemin, parcours, questions que je me pose et frein, si vous avez ça, déjà demain vous allez savoir aussi beaucoup plus facilement sur quel canal aller communiquer. Tout le monde n'a pas besoin d'être sur Twitter, tout le monde n'a pas besoin d'être sur Facebook, c'est un peu compliqué, de toute façon plus personne n'y sera bientôt, parce qu'on ne pourra plus communiquer gratuitement, mais au-delà de ça, ça dépend aussi où vont chercher l'information, où vos personnages vont chercher l'information. Et à la fin, on peut même pousser, hein, c'est-à-dire que pourquoi? Parce que quand on a des équipes commerciales, ce qui est important, c'est que tout le monde ait la notion de persona, on travaille, qu'on est les mêmes. Et donc, on définit en fait finalement cette carte d'identité qui va reprendre les objectifs, les frustrations. Nous, au niveau technologique, c'était important parce qu'on est une appli, donc il faut savoir tout simplement si la personne elle est sur mobile ou si elle est jamais sur mobile. Pour avoir toutes ces données, vous les avez pour les clients que vous connaissez déjà, soit parce que vous avez des CRM, vous avez des bases de données clients, vous avez récolté des données sur vos clients, soit parce que vous avez des équipes commerciales, des collègues qui connaissent aussi les clients. Et quand vous ne savez pas où vous lancez un produit, et bien vous êtes obligé de poser des hypothèses. Et de toute façon, il faut poser ces hypothèses parce que sinon vous allez partir sur tous les canaux en même temps, en communiquant sur tous les axes et en essayant de dire tout ce qu'il y a à dire. Donc c'est vraiment la base. Et tant pis, posez des hypothèses. De toute façon, un personnel n'est pas figé parce que votre offre, elle évolue, les gens, ils évoluent. Donc de toute façon, il y a besoin de faire évoluer les personnages. Est-ce que vous avez des questions par rapport à nos fameux personnages? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un petit peu l'intérêt? Ouais. Alors le deuxième point, il y en a 3, voilà, savoir, c'est 1, mes personas, 2, c'est quoi mes objectifs. Évidemment, son objectif, c'est de développer son chiffre d'affaires. Mais là, je parle d'objectifs qui vont finalement être une déclinaison, enfin, les objectifs qu'on va mettre sur Internet, nos objectifs à travers Internet, ça doit déjà être une déclinaison de ses objectifs généraux pour son entreprise. Soit je veux développer en fidélisant, soit je veux gagner en visibilité, soit trouver de nouveaux clients, soit faire connaître un nouveau service. En fait, vous allez voir qu'il y a plein d'objectifs différents là dans la salle. Plein. Et puis même vous, vous en avez plusieurs. Mais tout, c'est toujours pareil. Si vous voulez gagner en temps, en efficacité, que vous gérez votre com tout seul, ou vous travaillez avec des prestataires, le jour où vous travaillez avec un prestataire, vous avez besoin aussi qui connaissent les objectifs. Ce n'est pas lui qui va faire toute votre stratégie. Donc il a besoin de connaître à la fois vos personas et aussi vos objectifs. Et là, derrière, il va pouvoir vous délivrer un mix média, comme on appelle, ou des choses qui sont cohérentes et intéressantes. Mais si vous-même, vous n'avez pas posé ces questions-là avant, ça va prendre des années. Votre site internet, il va mettre 1 mois et demi à sortir. Enfin, c'est... Un objectif, ça peut être acquérir des nouveaux clients, B2B, en B2C, on ne communique pas de la même façon. Est-ce que c'est entretenir des relations avec des clients existants pour les fidéliser, gagner en visibilité, parce que nos concurrents ont plus de la vente, donc je veux aussi exister parce que j'existais pas, c'est pour gérer un service après-vente,
pour générer des contacts immédiats et les rappeler. Bref, on pourrait en mettre des dizaines. Le tout, c'est que vous sachiez où vous voulez aller dans un premier temps avec des objectifs qui sont atteignables. Et 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Et évidemment, vous vous doutez que ces objectifs ils sont en adéquation avec les personas que vous avez définis auparavant. Une fois que vous savez à qui vous parlez, vous savez un peu plus quoi leur dire, parce que vous savez un peu comment ils se situent par rapport à votre offre, les questions qui se posent, ben vous allez beaucoup plus facilement pouvoir utiliser les différents outils à disposition. Peu importe les outils que vous allez utiliser, le site internet, un blog, les deux, la page Facebook, votre compte Twitter, ce que vous voulez, il y a une chose qui est primordiale, c'est de donner et de fournir du matériel de qualité. Du matériel de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, il faut de l'image et de la vidéo. C'est super important. Pourquoi? Parce que on est dans ce monde-là, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Je peux juste vous dire c'est un fait. Il faut de l'image et de la vidéo. Déjà, si je prends l'exemple de Facebook, quand vous voyez le nombre d'actualités avec lesquelles on est soumise, c'est évident que l'œil est beaucoup plus attiré avec une image ou une vidéo qu'avec juste du texte. Déjà, aussi basiquement que ça, c'est important. Mais au-delà de ça, c'est que les gens aujourd'hui, on est dans un monde où ils ont besoin de voir et de savoir. Et donc, montrer son savoir-faire, le dire et l'exposer, c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Aujourd'hui, on parle d'inbound marketing, de storytelling et tout ça, enfin, c'est tous ces mots. En fait, si on résume, ça veut dire une chose, c'est que les gens, ils ont besoin de savoir qui y a derrière votre marque, derrière votre enseigne, qui vous êtes, ce que vous faites, et pourquoi finalement, ce serait légitime d'aller chez vous plus que chez le voisin d'à côté. Donc, la vidéo et l'image. Aujourd'hui, c'est dur d'avoir, moi quand je suis encore considérée en création d'entreprise, on a eu des gros problèmes de trésorerie par moment. C'est très difficile de devoir aller payer un créa à un juste prix. Alors les copains ils aident, souvent on se fait dépanner, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est pérenne. C'est pas bien pour eux non plus parce que tout travail mérite salaire. Donc à un moment on se retrouve coincé aussi avec la créa. Alors il y a des outils aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler, un logiciel qui s'appelle Canva. C'est un logiciel gratuit qui est absolument génial pour les non-graphistes parce qu'il permet de faire très intuitivement, très facilement un flyer, une affiche, un logo, un post Facebook, tout est prédimensionné. Il y a des suggestions de créa et après vous pouvez modifier votre texte, etc. Ça c'est des choses très simples qu'aujourd'hui vous pouvez appréhender parce que faire un post Facebook sans mettre une image derrière, ça sert à rien. Ce logiciel, Vous tapez sur internet, canva.com, canva.com, et vous vous connectez, enfin vous vous inscrivez par mail ou par Facebook. Et c'est vraiment très très intuitif comme outil, et ça aide beaucoup. Alors vous n'aurez jamais la qualité forcément d'un graphisme, parce que vous n'avez pas l'œil d'un graphiste forcément, mais pour être sur internet sur certaines choses aujourd'hui, les supports éphémères c'est suffisant. Il a été présenté un jeudi du numérique et vous retrouverez la vidéo sur le blog des jeudis du numérique. C'est vraiment super, hein, c'est assez simple de s'en servir. Ensuite, dans la notion de contenu de qualité, peu importe le canal qu'on va utiliser derrière pour distribuer, c'est la notion d'appât. Alors c'est quoi un appât? Un appât, c'est télécharger ce livre blanc pour avoir tous les derniers conseils pour bien gérer sa page Facebook, et en échange, vous me donnez votre email ou votre numéro de téléphone, c'est souvent l'email. Et pourquoi on donne son email? C'est parce qu'on a envie de pouvoir lire le livre blanc qui est derrière. Donc ça c'est une technique qui est beaucoup à utiliser en B2B. Vous avez une expertise dans un domaine, vous parlez à des professionnels qui ont besoin de votre expertise, et n'hésitez pas à écrire des livres blancs. Un livre blanc, c'est donc vous allez traiter une thématique qui va montrer que vous maîtrisez ce domaine-là, et vous allez apporter aussi un service aux gens. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils sont intéressés, que c'est alléchant, ils vont vous donner un peu d'informations sur eux en échange, et ils vont pouvoir intégrer une éventuelle banque de prospects. Et surtout, ça va nous permettre aussi d'affiner nos personas. Pourquoi? Parce que si je présente par exemple une formation marketing persona, une formation marketing site internet et une sur les réseaux sociaux, si vous tous là vous allez télécharger différemment les sujets, je vais déjà pouvoir me dire tiens, il y en a, ils sont intéressés plutôt par les réseaux sociaux, donc la fois d'après, quand je vais les recontacter, je vais leur délivrer une information sur les réseaux sociaux, ça va les intéresser. Je ne vais pas aller leur parler de site internet alors qu'ils n'en ont rien à faire.
Donc voilà, l'appât, c'est des choses que vous devez avoir en tête. Ça peut être une belle photo, alors ça peut être aussi du texte, comme je disais, ça peut être des conseils, mais ça peut être aussi une réduction. Ça peut être une promo, je ne sais pas si vous êtes restaurateur, ça peut être le caroton offert sous présentation de ce coupon. Voilà, c'est quelque chose qui va appâter les gens pour qu'ils communiquent avec vous et pour qu'ils vous donnent de l'information. Alors, le premier outil auquel on pense évidemment, le premier canal, c'est le site internet. Mais au lieu de dire un site internet, je prends un terme anglais, je suis désolée, comme ça, publication, mais c'est ce qu'on appelle un moné-site. En fait, c'est le site pour vous qui va générer une transaction. Je ne sais pas si c'est une association, c'est le site qui va amener à ce que l'adhérent ait son adhésion. Si c'est un hôtel, c'est le site où la personne va réserver sa chambre, la page. En fait, c'est quoi mon objectif? Toujours pareil. Un site, ça peut être un site vitrine. Est-ce que j'ai besoin, quand je suis en fonction de l'activité, est-ce que j'ai besoin d'un site vitrine? Est-ce que j'ai besoin d'un site e-commerce? Parce que je vais vraiment commercialiser des produits par Internet. Est-ce que j'ai juste besoin d'informer des horaires d'ouverture? Est-ce que j'ai besoin de montrer plus qui je suis, ce que je sais faire? Ça peut être juste un portail informatif, c'est souvent ce qu'on peut voir des fois un peu plus avec les institutionnels. Ça peut être un mini-site événementiel, des fois ça peut être intéressant d'aller créer un mini-site de page pour un événement, parce qu'on veut vraiment faire la promotion dans l'événement. Ça peut être une page de réseau social. Il y en a qui ont lancé aujourd'hui, qui n'ont pas forcément des sites internet et qui ont une présence uniquement grâce à Facebook. Ça devient de plus en plus déconseillé, mais néanmoins, jusqu'à présent, ils le géraient comme ça. Vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle un site vitrine, hein, c'est un architecte. On va avoir un corps hôtel, je fais des exemples, voilà, c'est un site de réservation. Pour l'Open de Paris, c'était un mini-site événementiel, c'est-à-dire qu'en fonction toujours de l'objectif et de qui on s'adresse, il est intéressant de se demander c'est quoi l'objectif de mon site. Au final, je veux que les gens ils y fassent quoi? Je veux qu'ils réservent, je veux qu'ils s'en sachent plus sur moi, je veux qu'ils découvrent spécifiquement un événement. Je veux en faire quoi? Une fois que je sais un peu plus l'objectif et ce que je veux de mon site, ce que je dois montrer de mon site, toujours pareil, hein, parce que les personnages, c'est ça dont ils ont besoin comme information, et bien je vais définir quelque chose qui est absolument primordial, c'est ce qu'on appelle la landing page. Alors landing page, c'est quoi? C'est la page d'atterrissage. Et la page d'atterrissage, elle est fondamentale. Aujourd'hui, je vois des sites qui ont été construits il y a un certain temps. Avant d'arriver à une action concrète, genre des fois le contact, il faut 5-6 clics. Il faut aller chercher dans le bas, dans le footer, dans le bar, merci, le pied de page. Alors qu'au final, finalement, si on a travaillé, on a dépensé de l'argent, du temps pour amener les gens sur notre site internet, et puis au final, on le perd parce que la personne espère sur notre site. Et surtout, on n'arrive plus à l'accrocher. Donc une landing page assez caricaturale, hein, ça peut être ça. Vous voyez, là, ce que je veux, c'est une inscription. Donc à un moment, si je fais un post sur Facebook, que je vais payer ou pas payer, peu importe, je fais un post sur Facebook. Déjà, mon post, il fait qu'il génère de l'activité, les gens vont cliquer. S'ils arrivent sur la home de mon site, vous avez mis par exemple sur votre post Facebook, l'objectif c'était de réserver ou une inscription immédiate. Donc je réserve. La personne, elle clique dessus, puis là, elle se retrouve sur la home de votre site. C'est pas la page où il y a l'inscription, vous pouvez être sûr que vous le perdez très très rapidement, à part les personnes ultra motivées. Alors que si la personne, quand elle clique, elle tombe sur la page de destination pour laquelle elle a besoin de réaliser une action, vous imaginez le gain de temps. Voilà, soit un formulaire de réservation. Là, on a notre fameux appât, vous voulez le e-book avec les 62 solutions miracles, et bien vous cliquez sur télécharger. Parce que là, ce que la personne veut, c'est récolter votre email. Là, ce qu'elle veut, c'est que vous rejoigniez un club et vous preniez une carte de visite. Mais en tout cas, cette landing page, elle est fondamentale. Et vous pouvez avoir plusieurs landing pages. Une landing page, quand on a compris, c'est très simple de savoir faire une fiche WordPress. C'est vraiment très simple. Quand on sait le faire, vous pouvez avoir une landing page pour des gens c'est la première fois, des prospects. Une landing page pour des gens qui fidélisent et à qui vous offrez, je ne sais pas, s'ils s'inscrivent avant telle date, s'ils ont une réduction, il y a quelque chose, enfin peu importe. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs landing pages. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un site figé et d'avoir le même message pour tout le monde. C'est hyper important.
Alors, on a un site internet, nos gens, nos personnes, on a réussi à amener... Ah, il y a un truc que j'ai oublié, excusez-moi, je reviens en arrière, qui est quand même incontournable pour le site internet, on en a parlé rapidement, c'est la notion de référencement. C'est évident qu'un site internet, il faut qu'il soit référencé. Maintenant, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps. C'est long, c'est beaucoup de travail. Nous, avec Shopus, pour le vide dressing en ligne, alors en fait, il y a des vide dressing, il y a des très grosses marques aussi. Mais on était en page 80 il y a 6 mois. Donc autant dire, je crois qu'à partir de la page 2, de toute façon, on n'existe pas, hein, c'est pareil. Et on a pris une agence extérieure pour le gérer, parce que c'était un gros travail derrière, et on arrive péniblement en fin de page 1 aujourd'hui. Il y a quand même 6 mois de boulot avec une agence spécialisée derrière. Après, on est contre des très grosses marques et on n'est pas en local. Mais en référencement, il y a des choses très simples à faire déjà. C'est que Google, comment ça s'appelle, Google Business, c'est génial. C'est génial. Aujourd'hui, que vous soyez ostéopathe, peintre en bâtiment, je ne sais pas moi, TPE ou autre, Google Business, vous voyez ce que c'est ou pas? C'est ce qui vous permet, si je tape Crête Prix Quimper, c'est ce qui va me permettre de m'afficher une carte dans Google à droite, avec site web, des photos, etc. Et en fait, ça, les gens ils cliquent beaucoup plus là que sur les premiers liens, parce qu'il y a déjà la carte, la localisation, il faut mettre des photos. Et quelqu'un qui n'a même pas de site internet, on n'est pas obligé de mettre le lien, c'est déjà une façon d'être présent sur internet, gratuitement. C'est beaucoup moins cher que les pages jaunes. Et en plus, les gens aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de réflexe d'aller chercher directement dans Google que d'aller sur les pages jaunes. Ça, c'est hyper simple à faire. Vous déclarez, vous mettez votre adresse, et ça, déjà, c'est un premier pas absolument à faire. Ensuite, avoir une page Facebook, ça aide aussi à exister, à être référencé. Il y a des petites choses qu'on peut déjà mettre en place en attendant que le référencement naturel fasse un petit bonhomme de chemin. Alors, la notion d'animer sa communauté, c'est ça aussi. C'est qu'aujourd'hui, on a tous une communauté, peu importe notre activité. Une communauté, c'est quelqu'un qui a une raison de s'intéresser à ce qu'on fait. Même si elle n'est pas digitale, aujourd'hui, votre communauté, elle est certainement existante. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas encore fait d'action au niveau digital, mais par contre, ils ont quand même des clients. Aujourd'hui, déjà, pour développer sa communauté, il ne faut pas hésiter à demander aux gens et à engager les gens pour qu'ils nous rejoignent. Si j'ai fait le choix d'avoir une page Facebook, si je ne demande pas aux gens d'aller liker, de suivre, ben, ils ne vont pas le faire, les 3 quarts du temps. Donc il ne faut pas hésiter, le jour où vous avez un client satisfait. Pareil, quand je parlais de Google Business, il y a des notes, c'est très important en termes de référencement. N'hésitez pas à demander à des clients satisfaits, et même à votre grand-mère. Google, il ne sait pas que c'est votre grand-mère qui a noté. Donc il ne faut pas hésiter au début, parce que vous pensez bien que votre première communauté, c'est votre entourage proche. Hein. C'est vos amis, c'est votre famille, et c'est eux qui vont au début amener du poids en fait à ce que vous faites sur Internet. Donc voilà, animer, c'est aussi engager des gens parce qu'il faut avoir une communauté animée. Ensuite, comment je l'anime? Déjà, je l'anime où? Est-ce que je fais du Twitter? Est-ce que je fais du Google+, du LinkedIn, du Facebook, de tout? De tout, c'est difficile parce qu'on parlait de manque de temps tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas forcément besoin de tout. Aujourd'hui, Facebook, c'était devenu un peu incontournable. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais ils vont s'arranger en gros pour que tout le monde soit obligé de faire des posts payants, ce qu'on appelle les posts sponsorisés, pour que vous puissiez apparaître dans le fil d'actualité des gens. C'est déjà de plus en plus visible et ça va devenir de plus en plus fort. Donc il ne va pas falloir faire que du Facebook, il ne va pas falloir s'en enlever non plus, mais il ne faut pas trop compter dessus. Et après, il ne faut pas non plus s'empêcher forcément d'aller faire de la publicité payante. Moi, pour l'activité de Shopus, c'est un gouffre financier de la pub sur Facebook parce qu'on vise beaucoup de gens. Pour le centre de formation, quand je vise à 20 km autour de Sarzeau avec une population ciblée, c'est un outil formidable, en mettant 5 € à 10 € par semaine. Donc il ne faut pas dire que ça coûte trop cher. Il y a des choses qui peuvent être très bien faites, c'est quand même un outil extrêmement puissant pour toucher les bonnes personnes. Mais la question est, où je dois être? Ben, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure, c'est que vous devez être là où votre persona il cherche de l'information. Donc il va chercher de l'information, évidemment par Google, qui est le site, mais aussi sur Facebook aujourd'hui, aussi sur LinkedIn si vous êtes un professionnel, ils vont aller voir ce que vous relayez comme article, etc., etc., etc. Après, pour dire quoi? Ça c'est la grande question. Pour dire quoi? Eh bien, je répète la même chose, pour répondre aux questions que vont pouvoir se poser mes personnes.
On a vu tout à l'heure, si la première étape dans un parcours, si je reprends mon exemple d'hypnothérapeute, je vais peut-être avoir besoin, de me présenter, de parler de mes diplômes en premier. Rassurance. 2, je vais peut-être dire les spécificités de mes techniques et quel type d'hypnose je fais. 3, je vais informer sur mes horaires. Ça sert à rien d'aller informer ses horaires à quelqu'un qui est très loin d'avoir décidé si c'est chez vous qu'il va aller ou pas. Voilà. Donc ça va vous aider à vous donner des idées de publication. Alors vous pouvez, c'est difficile sur Facebook parce que vous n'allez pas toujours faire des posts sponsorisés, donc vous n'allez pas toujours décider à qui c'est envoyé, mais vous pouvez vous dire, le lundi j'envoie tel type d'information, le mercredi c'est tel type d'information, et le week-end c'est tel autre type d'information. Mais vous avez déjà des idées. Alors ensuite, il y a des choses, il faut montrer la vie, j'ai dit tout à l'heure, montrer ce que vous faites. Moi je travaille dans un bureau, on est 4, on parlait des ordi, c'est super dur de montrer, parce que c'est pas passionnant du tout. Par contre, vous êtes restaurateur, vous avez un hôtel, vous êtes patron bâtiment, vous fabriquez des machines, j'en sais rien, vous pouvez montrer. Dès que vous avez un peu d'équipe, vous faites des soins, vous pouvez montrer une pièce de soins, vous faites voilà. Essayez de montrer qui vous êtes et ce que vous faites en fait. Et ça, le lundi, ça peut être, c'est une photo d'équipe, c'est une photo de lieu, c'est un peu les coulisses. Le mercredi, c'est un conseil lié à ma spécificité. Et le samedi, c'est, je ne sais pas, ça dépend, trop d'activités différentes pour le dire. Mais déjà, ça peut vous aider, donner des idées. Ensuite, passer du temps sur les réseaux sociaux, il ne faut pas que ce soit, on passe déjà beaucoup de temps, il ne faut pas que ce soit trop chronophage. Mais si vous déjà vous avez fait un plan éditorial, moi je ne suis pas pour dire que sur Facebook il faut poster pour poster. Je n'ai pas trop d'accord avec ça. Parce que je me suis plantée avec des idées comme ça, en fait, tout simplement. Il faut quand même, les gens, ça les gonfle au bout d'un moment, si vous ne leur donnez pas, c'est toujours pareil, une information qui les intéresse. Donc voilà, essayez quand même de délivrer. Après, il faut essayer de poster au moins 2 fois par semaine, sinon on n'existe pas, on n'est pas distribué, on n'est pas vu. Donc voilà, mais vous pouvez anticiper les choses. Faites-vous des plans éditoriaux. Il existe des calendriers marketing gratuits sur Internet. C'est quoi un calendrier marketing? C'est qu'on va vous dire que tel jour, c'est la journée des gens qui ont les cheveux rouges et tel autre. Mais ça peut vous donner en fait des idées de communication qui sont en lien avec l'actualité. Et tout ça, il y a des gens qui vont pré-mâcher. Donc appuyez-vous là-dessus. Anticipez, dites-vous, je me bloque 1 heure dans la semaine. Je prévois mes posts pour la semaine. Et une fonctionnalité qui est géniale, c'est programme, je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle est employée en pièce publique le jour où on programme. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Utiliser ces fonctionnalités-là, c'est hyper important. L'interactivité est fondamentale. Dans le réseau social, il y a social. Même si on est dans le digital, on est dans l'humain, il faut parler. Ah oui, un petit conseil que je ne me suis même pas appliqué à moi pour des choses. Toujours plus facile de dire aux autres ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, avoir une page Facebook avec en photo de profil un logo, c'est tout sauf recommandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un réseau social. Si vous commentez depuis votre page et que votre photo qui apparaît dans les commentaires, c'est un logo, tout de suite, la personne en face, elle se ferme. Pourquoi? Publicité, marque, il y a toute la dimension humaine, entre guillemets, elle disparaît. Alors que c'est votre tronche à vous, ou la photo de votre équipe, c'est des humains qui nous répondent. C'est pas du tout, essayez, faites l'exercice dans votre tête de vous dire comment vous percevez finalement un film, même quand vous faites un post. Si on voit la photo de profil avec votre logo, en fait, quand on met son logo, on a une réaction très égocentrique de chef d'entreprise. Parce qu'on a envie de montrer son logo, mais en fait, les gens, ils s'en foutent, quoi. Ils veulent vraiment... Et les gens, ils préfèrent voir votre tête, et toujours pareil, savoir qui vous êtes, quoi. Donc ça, pensez-y, c'est un truc simple, ça ne coûte pas cher, ça prend 2 secondes, c'est de mettre une photo plus de l'équipe ou de vous en valeur. Ensuite, essayez d'avoir de l'interactivité. Si on a une communication trop institutionnelle sur les réseaux sociaux, on ennuie aussi. Vaut mieux demander son avis aux gens, même si au final, c'est vous qui décidez, hein, on s'en fiche un peu, mais les gens, ils ont besoin d'être impliqués dans votre histoire, dans votre société. Donc de ne pas hésiter, bon évidemment là j'ai pris des exemples faciles, hein, c'est Milka et Samsung, on n'est pas tous Milka ou Samsung, mais ça avait généré beaucoup d'engagement. Et à quoi ça sert de générer de l'engagement en fait? C'est simplement que ça répond aux critères de l'algorithme de Facebook. C'est qu'aujourd'hui quand je publie sur Facebook, c'est lui qui décide si votre information elle est distribuée ou pas aux gens. Et elle est distribuée quand Facebook estime que c'est une publication intéressante.
et comment ils estiment que c'est une publication intéressante, parce qu'elle a généré des interactions. Alors toujours pareil, même si votre grand-mère est à Facebook, demandez-lui de liker vos publications. Une fois de plus, Facebook ne sait pas que c'est votre grand-mère. Et enfin, avant-dernier point, comme ça on aura le temps d'échanger après, c'est bien joli d'être présent sur Internet, mais l'objectif c'est quand même de générer du trafic, alors ce qu'on appelle en point de vente. Point de vente, c'est pas forcément dire commerce, hein, évidemment sur le lieu d'activité où se passe la transaction. Et pour ça, il y a des questions à se poser, des choses qui sont aussi assez simples, qui vont aussi vous permettre d'alimenter en termes de contenu sur Internet. C'est ce qu'on appelle au début le recours, un truc comme ça, je ne sais plus. Enfin, en gros, c'est je recherche sur Internet et j'achète en point de vente. Donc ça, c'est des choses, il faut savoir que les gens font ça aujourd'hui énormément. C'est que, voilà, c'est vraiment voilà, le repos. Je vais rechercher l'information sur Internet. Beaucoup de gens aiment encore aller en point de vente acheter, mais ils vont quand même aller rechercher l'information sur Internet. Pour ça, il faut avoir des moyens de présentation et de son offre importante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le click and collect. Là, c'est différent, c'est je vais payer en ligne donc et je vais aller chercher sur place. D'accord ? Et ça, c'est aussi intéressant pour certaines activités, de permettre à ses clients de faire le paiement en ligne et d'avoir le retrait sur place. Donc ça, c'est des techniques qui permettent de lier, en fait, ce qui se passe en lieu physique et ce qu'on met à disposition comme type de service en digital. Le SMS. Le SMS, c'est un très bon outil. Il ne faut pas en abuser. Mais c'est un outil super parce qu'il coûte très peu cher quand on fait des envois, je ne sais plus les prix, mais c'est ridicule, à moins de 3000 SMS. C'est vraiment ridicule comme coût, j'étais surprise. Le SMS, il ne faut pas en abuser parce qu'il est ultra intrusif. Par contre, vous avez un taux de lecture qui est exceptionnel parce que sur les smartphones, on ne choisit pas toujours d'ouvrir ou pas son SMS, on y est exposé. Donc si votre SMS est assez court et bien fait, même si la personne ne l'ouvre pas, elle est quand même exposée au message. Et pour des offres promotionnelles, évidemment, ce genre de choses ou des choses très particulières, c'est intéressant à utiliser et c'est très accessible et très simple à faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le social couponing. Le social couponing, c'est super intéressant pour animer une communauté sur les réseaux sociaux. C'est une offre que vous diffusez, par exemple, que par votre page Facebook. Et puis, tu viens avec ta copine ou ton copain, ou tu as un collègue qui prend la même chose, et ben, vous avez une réduction. Et vous permettez en fait de distribuer une offre ou un type d'offre en vous appuyant sur les gens de votre réseau pour qu'ils la diffusent à leur propre réseau. Et ça aussi, c'est des choses qui sont à mettre en place, qui sont intéressantes. Et enfin, l'emailing. Alors, ça me fait rire parce qu'en ce moment il y a plein d'articles, l'emailing n'est pas mort, c'est même le bon retour. En effet, à un moment, on a dit un peu que l'emailing était, le mail c'était un peu mort avec l'explosion des réseaux sociaux. Sauf que c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça reste le moyen préféré des Français pour être touchés. Pourquoi ? Parce que c'est encore nous qui décidons dans notre boîte mail si on ouvre ou pas un message, si on va le placer en spam ou pas. Donc déjà, ça reste le moyen préféré. 2, Facebook, comme je le disais, va encore renforcer ses règles, ça va être de plus en plus difficile de toucher les gens. Or, aujourd'hui, avec des newsletters, c'est une façon aussi d'animer sa communauté, d'envoyer des offres promotionnelles, d'envoyer de l'information, présenter un nouveau service. Et il existe aussi des outils très très simples comme Mailchimp ou autres qui vous permettent aujourd'hui d'avoir des newsletters. Et toujours pareil, en plus, grâce à ça, grâce à Internet, grâce au mail et aux newsletters, vous allez pouvoir apporter la bonne information aux bonnes personnes. Parce que là, pour le coup, quand vous avez votre base mail et qu'elle est segmentée en personas, vous avez peut-être un groupe de gens de mail, c'est nouveau, un groupe de gens de mail, c'est à fidéliser, et bien vous allez pouvoir faire des newsletters qui sont adaptés à l'information qu'ils veulent. Moi, quand je reçois des réseaux, on parle de tous, que de l'information sur des boîtes en BTP, ça fait qu'à un moment, je ne lisais plus. Je ne pas que je n'ai pas intérêt, c'est qu'on a tellement d'informations, c'est que je me sentais en fait pas forcément concernée. Et du coup, on ne lit plus l'information, c'est toujours pareil. Donc ça c'est un outil extraordinaire, le mail. Vous pouvez fidéliser, vous pouvez envoyer des informations promotionnelles, vous pouvez envoyer des vidéos, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais pour pouvoir envoyer des emails, il faut avoir des emails. Et bien ça c'est pareil, ça se demande.
Voilà. Ça se demande soit en créant des apparts, parce qu'on a dit tout à l'heure, si tu donnes ton mail pour un Pierre Breton, ou tu as le dernier cours sur les machines, je ne sais quoi. Ça se demande parce qu'on a un client qui arrive, on lui prend son mail. Voilà, ça se demande et ça se construit une base mail. Et c'est extraordinaire d'avoir une base mail. Après, c'est pas toujours facile de la traiter, mais on peut le faire aussi très facilement. Et je vous assure que c'est un outil de communication qui est génial. Et c'est pas cher, toujours pareil. Envoyez-moi par groupe de 1000 ou 3000 sur Mailchimp, c'est gratuit. Donc c'est pas des choses qui coûtent cher et c'est pas des choses où il faut avoir des compétences extraordinaires. Mailchimp aujourd'hui c'est un outil qui vous permet de construire une newsletter très simple parce que vous prenez un bloc photo, je mets photo là, je prends ma photo dedans, bloc texte, je tape mon texte comme si j'étais dans Word. Il n'y a absolument pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit, c'est très très simple. Donc j'ai un site, je fais arriver les gens sur la bonne page, j'ai une communauté, je sais quoi leur dire, je mets en place des offres pour générer du trafic en point de vente, j'ai commencé à développer ma boîte mail et à communiquer de façon ciblée, mais j'ai toujours pas beaucoup de notoriété. Et il y a quelque chose dont on parle peu, mais de plus en plus quand même aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le marketing d'influence. Ça fait un peu de gros mots quand on dit comme ça. Mais c'est quoi aujourd'hui? C'est qu'avant le marketing d'influence, finalement, c'était la presse. Uniquement la presse. La presse, c'est très dur d'émerger dans la presse aujourd'hui. Les journalistes sont submergés de communiqués de presse. On n'a pas toujours une information extraordinaire à aller annoncer. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un influenceur, les nouveaux influenceurs, c'est en fait des blogueurs, des Instagrammeurs, les youtubeurs. Ce sont ces personnes qui ont généré, ce qu'on appelle des gens qui les suivent, une communauté sur laquelle ils ont des filles, donc ils ont du poids en fait, parce que finalement on est sur ce qu'on appelle la recommandation sociale, qui est aujourd'hui hyper important. Et vous avez tous la possibilité, alors pour le coup c'est un peu plus difficile quand on est dans des métiers techniques en B2B, là pour le coup on ne peut pas forcément caler, mais pour tout ce qui est offre de services, produits, e-commerce, magasins, restaurateurs ou autres, travailler et s'appuyer aujourd'hui sur des influenceurs, c'est extraordinaire. C'est quoi? C'est que vous avez une blogueuse ou une Instagrammeuse qui va venir, ou un Instagrammeur qui va venir chez vous, qui va découvrir votre service et qui va en parler derrière. Alors, c'est pas un critique gastronomique, hein, ce que je disais à un restaurateur l'autre jour, c'est pas le but. Ce sont des gens qui relatent une expérience qu'ils ont eue avec votre service. Et en fait, ils vont adresser à une communauté de personnes qui est hyper affinitaire. C'est encore un mot de marketing. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir vous faire connaître à travers quelqu'un qui recommande et qui est écouté auprès d'une communauté. Et ça, c'est assez extraordinaire en termes de poids. En plus, c'est des relations qui sont souvent sympas avec les influenceurs parce que c'est des gens qui ne viendront pas, surtout sur la Bretagne, je les connais, c'est pas des gens qui viendront et qui écriront un article positif si vous ne lui plaisez pas ou si n'aiment pas vos services. C'est vraiment un échange humain qui se passe. Et du coup, vous faites découvrir votre offre à un influenceur et lui va le reloter auprès d'une communauté. Et ça, aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup de poids. C'est-à-dire qu'on va peut-être toucher 4000 à 5000 personnes, mais sur ces 4000 à 5000 personnes, je peux vous assurer que mon taux de lecture et d'impact. Et surtout, derrière, ça vous donne une deuxième chose, c'est qu'au-delà de la communication et du rayonnement qui est fait sur le moment, c'est que ça vous donne des outils, du matériel après, pour communiquer derrière. En disant, bah voilà, un tel a parlé de moi, dit telle chose, vous pouvez relayer sur les réseaux sociaux. Donc tout ça vous donne en fait des outils de communication. Donc voilà ce que je voulais un petit peu vous dire, on va pouvoir peut-être un peu échanger. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas infaisable, c'est pas que ça prend pas de temps non plus, c'est pas infaisable, mais si on se demande déjà à qui on s'adresse, pour dire quoi, par quel canal, eh ben c'est tout de suite beaucoup plus facile de pouvoir aller alimenter sa communication. Aujourd'hui, faire son site internet, c'est pareil, partez pas le billet en tête, je fais un site même si vous travaillez avec une agence, parce que je vous dis sinon ça va prendre un peu fou. C'est quoi l'objectif et c'est pour dire qui à quoi. Est-ce que ça vous éclaire un peu ou est-ce qu'au contraire ça vous embrouille complètement? Parce que souvent ce que je disais, c'est que après c'est les répètes, c'était au début je suis effrayée, c'est maintenant c'est mais comment je vais le faire en fait. Et bien comment vous allez le faire? Déjà vous allez vous poser, essayer de définir vos quelques personas, vous posez les questions et vous allez voir que ça va venir. Si vous manquez des informations, vous allez les chercher, soit dans votre base client, soit en échangeant avec les clients. Puis vous allez vous poser la question de vos objectifs.
Et puis vous allez voir que derrière, ça va être un petit peu plus simple de savoir ce que vous attendez de chaque outil à disposition. Des questions? Soit j'ai été très claire, soit j'ai été très casse-pied. Quand on recrute les influenceurs, vous avez une base de données ou c'est au pif ou c'est les gens parce que... Non, alors c'est surtout pas au pif en fait. Non mais au pif, est-ce que les influenceurs viennent vous chercher ou est-ce qu'on va les chercher? Alors nous on travaille en fait depuis 5 ans avec des influenceurs, donc nous on a une base assez importante aujourd'hui. Au niveau de France et sur la Bretagne on doit à peu près tous avoir tout le monde. Mais la difficulté en fait c'est d'être mis en relation avec le bon influenceur. Exactement, et justement. C'est ça, c'est qu'il y a des critères. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller recruter ces influenceurs sur le net, aller chercher des bases de données En fait, si vous ne voulez pas forcément parler, mais j'ai ma troisième activité, je suis désolée si vous posez la question. Mais nous justement, ça s'appelle West Influence, où on est en relation en fait des influenceurs avec les annonceurs. Donc nous, on a cette base à disposition. Après, c'est un long travail de fourmi que vous pouvez faire tout seul. C'est chercher les comptes Instagram, chercher les comptes blog, réussir à les toucher. C'est très compliqué parce qu'ils sont aussi énormément sollicités par mail. Il faut une relation un peu de confiance et surtout pas les mails sont pas lus. Si vous écrivez un mail général où c'est chère madame, envoyez au même, ça ne marche pas. Donc oui, nous on a la possibilité de vous mettre en contact. Après au niveau national, j'aurais pas la possibilité de le faire. Il y a des gens qui le font, ça dépend vraiment de ce que vous voulez toucher en local, le rayonnement et la thématique. Ouais, il y a vraiment aujourd'hui il y a 3 ou 4 agences, grosses agences au niveau national. Après, il faut faire très attention à une chose, c'est qu'ils vendent, en fait, ils vont vous facturer, parce que je l'ai appris à mes dépens aussi, au nombre de followers. C'est-à-dire que pour une opération, nous, une youtubeuse, elle ouvre sa boutique sur Shopus, et on l'a payé 1 000 € pour ouvrir sa boutique, pour faire une vidéo YouTube de je sais pas, 10-15 minutes peut-être, non moins, peut-être 10 minutes, je sais plus. Et elle avait 1 million de followers, d'accord? Et en fait, ça nous a absolument, quasiment rien généré. Ça a dû nous générer 150 ou 200 téléchargements. On a fait l'opération avec beaucoup de youtubeurs. Je prends un exemple autre. Il y a une fille de Saint-Malo qui est suivie par 17 000 ou 18 000 personnes. Elle a fait péter la pile, même PayPal ne suivait pas derrière. Elle nous a généré plus de 1500 téléchargements en 20 minutes. Là, c'est qu'il faut savoir à qui on s'adresse parce que ce n'est pas la taille de la communauté qui est importante, c'est l'engagement de la communauté. C'est que quelqu'un qui a 1 million de followers, souvent est suivi aussi par des gens très jeunes, de 12-13 ans. C'est pas forcément notre persona. Ensuite, c'est des gens qui suivent beaucoup de youtubeurs, donc ils ont pas. Alors que voilà, des youtubeurs un peu plus âgés ou des blogueurs, avec une audience engagée, c'est très efficace. Je voulais savoir, les influenceurs sont sectorisés? Oui, mais pas forcément. Par exemple, dans le BTP, il y en a? En fait, après, la notion d'influenceur, on peut l'élargir. Ils sont liés à des réseaux sociaux, mais il y a une grande part quand même des influenceurs, c'est la mode. Ouais, alors ça peut être... C'est un domaine qui est ciblé autour des femmes. Vous, en fait, c'est pour ça que c'est les influenceurs, pas forcément. C'est que il y a tout ce qui est high-tech, sport, culture, com, etc. Mais on est quand même dans du B2C plus que du B2B. Par contre, chaque domaine a des influenceurs. C'est qu'un influenceur, pour vous, c'est pas quelqu'un qui aura un compte Instagram ou qui aura une page Facebook avec beaucoup de monde. Ça peut être quelqu'un dans votre univers qui est reconnu. Et du coup, vous appuyez sur lui pour qu'il parle de votre activité. En fait, c'est un peu ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs. Voilà. Je dirais qu'en B2B, c'est plus la notion d'ambassadeur qu'une notion d'influenceur, comme on entend. Quand on veut commencer à créer son site internet, il y a des sites qui sont gratuits en fait. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? En fait, là, on l'a fait, là, nous on fait des formations sur WordPress. L'idée de la formation, c'est de la faire en tout petit groupe, justement pour que les gens puissent repartir avec leur site et surtout qu'ils sachent l'administrer. Parce que souvent, on achète un site et derrière, on se retrouve bien embêté pour pouvoir changer les contenus. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du WordPress. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple à manipuler quand on ne connaît pas grand-chose, entre guillemets.
Il y a déjà ce qu'on appelle des plugins, donc des fonctionnalités qu'on peut greffer, qui sont déjà développées, que ce soit des modes de paiement, des modules de réservation. C'est très simple. Et ça permet voilà, d'avoir un site qui tourne, qui est efficace, qui est très bien. C'est très très bien. Donc c'est vraiment WordPress où après il y aura l'hébergement. Après il y a des templates des fois qu'il faut acheter, parce qu'en fait on achète une matrice. Il y en a qui sont gratuits et il y en a qui sont payants. Mais bon, après, si on achète une matrice, c'est peut-être, je sais pas, c'est dans les 40, 50, 70 euros à peu près. Après, c'est pareil, quand on réalise son site soi-même, qu'on est en mission, on n'a peut-être pas forcément, évidemment, la qualité que c'est fait comme une agence. Ce sera toujours mieux fait avec une agence. Le problème, c'est que derrière, quand vous faites avec une agence, vous vous retrouvez chez vous et vous ne savez pas comment changer derrière sans devoir aller repayer. Et puis souvent, on n'a pas forcément 2000 euros à mettre dans un site internet, bien que ce soit quelque chose d'indispensable. Donc, il y a des moyens, toujours pareil, de le faire aujourd'hui. Surtout, c'est des opportunités énormes internet pour développer son activité. Donc, il ne faut pas se dire que ça coûte trop cher ou je ne saurais pas faire. C'est possible. Au départ, ce n'est pas un coût trop élevé, le site internet, quand on débute une activité. Ben, ça dépend, j'ai envie de dire, vous le faites avec nous en formation, c'est pris en charge par les OCA, donc ça ne vous coûterait du tout. Donc c'est une façon de voir. Après, le site internet de Coca-Cola, il vaut 300 ou 400 000 euros. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir de tout. Je pense qu'après, pour un site vitrine classique ou un site e-commerce classique, il faut compter à peu près entre 1500 et 2500 euros pour avoir quelque chose de bien. Voilà, c'est très variable en fait, parce que ça dépend avec qui vous allez travailler, de l'équipe que vous aurez derrière, des fonctionnalités que vous allez mettre dessus. Et comme je vous dis, aujourd'hui, c'est vraiment possible d'être formé en 3 jours et d'avoir son site et de savoir surtout l'administrer derrière. C'est ça qui est... Et faire travailler une agence, ça ne tient pas forcément ses promesses. Ben, c'est ça. Bon, après, j'ai travaillé en agence aussi, alors je n'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais... C'est que en fait, c'est génial de travailler avec une agence quand on a les moyens de le faire. C'est tout. C'est que... Après, il faut comprendre aussi une agence, c'est des fois il y a des priorités budgétaires, il y a toujours des clients plus gros que les autres, c'est plus compliqué. Donc, puis je crois qu'aujourd'hui, il faut maîtriser le savoir-faire. Enfin, Internet, on ne peut plus y échapper, donc ça ne peut pas être une compétence qu'on externalise à 100%. Quoi. Pareil, les réseaux sociaux, on peut externaliser sur... Mais on est quand même censé être dans l'instantanéité, qui maîtrise mieux que vous ce que vous voulez montrer de vous-même, ce que vous pouvez dire. C'est vous, c'est vos équipes qui sont dans le moment. Quoi. Parce qu'envoyer une agence, ah tiens, j'ai pris une photo, je voudrais que tu mettes tel poste, autant faire tout ça. À un moment, il faut... Et si on sait ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait, ben, on peut le faire. Quoi. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas y échapper, donc il faut un minimum maîtriser. Voilà, déjà, de chercher comment être dans du Google... business, faites-le tous, c'est gratuit, c'est pas compliqué. Découvrir Canva, c'est pareil, ça vous permet de pouvoir gérer l'image sans faire du Photoshop ou du design. Il y a vraiment des choses accessibles. Ça a été travaillé tellement, au début c'était compliqué, mais aujourd'hui tout existe, on a l'impression que c'est des Tetris, qu'on laisse des cases. Voilà. C'est plus j'en fais quoi et pourquoi faire. Mais c'est important un site internet. Aujourd'hui, si on n'est pas présent sur internet, les gens ils disent mais ils ont quoi à cacher quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai débuté l'activité. Bon, c'est une vitrine qui pour ainsi dire oui, on a débuté. Donc le site internet, c'est aussi comment amener les personnes sur ce site. Tout à fait. Donc c'est vrai que je me suis renseigné, il y a des coûts de 1200 euros sur la abordable, mais il y en a un qui vaut beaucoup plus haut, 7000 euros. 10 000 euros avec des référencements sur Google pour être mutualisé. Ouais, après c'est ça, attention, hein, quand je dis la réalisation, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous par exemple la partie référencement, nous si on sait en faire, on l'externalise parce que c'est des métiers très spécifiques, comme je disais. Non, on a des modules à formation, l'objectif c'est pas que chacun devienne expert de tout, il faut savoir ce qu'on va en faire, il faut savoir le faire. Après le référencement, il faut savoir qu'il y a des mots-clés à mettre, il faut savoir que... Mais après WordPress, il vous aide aussi dans certaines choses. Le référencement, c'est très compliqué, c'est pas que des mots-clés, c'est ce qu'on appelle du linking. C'est être référencé, que notre URL soit référencée par d'autres sites. Pourquoi Facebook vous ressortez bien? Parce que Facebook a déjà tellement de poids en fait que si on tape votre nom de marque, ben, souvent sur votre page Facebook, elle ressort bien avant votre site internet. Hein. Vous faites l'expérience, si vous n'êtes pas très bien référencé, ce qui va sortir en premier, c'est votre site. Parce que c'est le poids de Facebook qui
Après, je ne peux pas rentrer dans les détails du référendum parce que je ne suis pas assez calée, tout simplement, je vais dire des bêtises. Mais tout ça pour dire que ouais, il faut le faire. Après, le prix, voilà, si la personne, l'agence derrière, elle vous font du référencement et qu'elle vous font plein d'autres prestations, c'est peut-être pour ça que le prix aussi est aussi élevé. Mais plutôt que de dire non, je fais rien parce que j'ai pas 7 000 € à mettre, il vaut mieux avoir un site Évolutif, alors commencer avec quelque chose de basique. là. Je peux vous montrer un. Oh, pardon. Des oranges. Alors, en fait, je peux vous montrer un exemple. C'est une personne qui fait des soins de bien-être, elle est tout sauf. Elle n'a même pas smartphone. Juste en attendant, moi, je peux parler un peu de mon expérience parce que j'en suis au 3e site de l'agence et j'ai utilisé trois agences différentes. Et en fait, le vrai plus, c'est ça, c'est le référencement et c'est l'interaction entre l'agence et nous. À savoir qu'il ne faut pas donner quelque chose comme si on faisait faire un travail à l'extérieur, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment là la nuance et en fait, le prix va avec le temps de travail, tout bêtement. C'est-à-dire qu'en fonction du temps de travail que vous allez vous demander, ça va coûter plus ou moins cher. Donc il faut commencer par un début, par une petite expérience, mais clairement, si vous faites le site sans penser référencement, ça ne sert à rien, quoi. Non, et puis. Les solutions des Google Ads aussi, pour nous remonter aussi. Ah oui, après il y a tout ce qui est payant. C'est pas très cher en plus les Google Ads. Non, mais c'est comme les Facebook Ads, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Pour 10 € des fois sur une semaine, il faut avoir de très bons Ça résultats. monte très vite, pour des petites sociétés, on peut très vite remonter la première page avec Google Ads. Si on est localisé, si on est sur les bonnes requêtes, c'est toujours pareil. C'est pour ça que pour rejoindre ce que vous dites, c'est pareil, si on travaille avec un prestataire, il faut arriver néanmoins avec l'idée de je vais en faire quoi de mon site. C'est pas je veux un site internet, quoi, parce qu'ils en ont 50 à faire à côté et j'arrive pas à mettre, j'aurais pas dû débrancher. En ce qui concerne le Google Business, lorsqu'on a un avis très négatif, comment on va s'y prendre pour faire, je ne sais pas, supprimer l'avis Il supprime pas Google, ou alors il faut justifier, énormément. Il faut avoir plus d'avis positifs que d'avis négatifs. C'est vraiment ça, c'est que après, s'il y a une vraie raison, par exemple c'est un concurrent, vous pensez que c'est déloyal, on peut le dénoncer, hein, l'avis à Google et dire que c'est un concurrent ou que c'est un faux avis. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis arrangée, j'ai passé quelques petits coups de fil pour avoir des avis positifs. C'est très bien. Mais je ne savais pas si réellement c'était la bonne solution parce que la personne a dû s'en rendre compte et a rajouté un avis en disant que les amis. Après, franchement, un conseil, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à enlever les avis négatifs. Il vaut mieux essayer de répondre ou de. Alors, on ne peut pas toujours, mais il vaut mieux répondre en fait que de l'enlever parce qu'en effet, ça peut générer un truc sans fin où la personne va revenir. Après, il faut vraiment, j'insiste, hein, pas hésiter à solliciter les gens parce que autant on fait la démarche très facilement d'aller critiquer quelque chose et de dire qu'on n'est pas du tout content pour telle ou telle raison, autant on fait beaucoup moins la démarche de dire, enfin combien de fois vous êtes rentré chez vous en vous disant ah tiens, et si j'allais sur la page Facebook ou Google Business d'un tel pour dire que c'était bien. Non, par contre, si vous êtes déçu, vous avez eu ça en tête sur tout le trajet, vous arrivez, vous le faites. Donc pour faire disparaître un avis négatif, entre guillemets, il vaut mieux le laisser et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de positif. Après, c'est pas simple, je sais bien. Et de toute façon, moi je remarque que c'est aujourd'hui, si vous n'avez que des retours positifs, les gens ils vont dire que vous n'avez que des bons commentaires. Donc il vaut mieux avoir une mixité des choses en fait. Au final, la personne, elle a fini. Moi j'ai envoyé un message à Google. Et en fait, la personne, elle a fini par supprimer son commentaire. Elle a juste laissé une note, une étoile, que 4. Elle a fini par l'enlever, mais au départ, je ne savais pas trop quelle était la solution, si je devais répondre ou pas. Répondre, c'est bien. Franchement, la meilleure chose à faire, c'est répondre. On attend à ce que déjà ça m'intéresse, ça montre aux autres, vous savez, défendre ou voilà ce que. Ça peut très bien être plus positif de dire une réponse à un commentaire négatif vis-à-vis des personnes. C'est ce qu'on appelle une réponse à objection finalement. Donc le laisser et puis solliciter des avis positifs. Vous avez dit au début de votre présentation
qu'il fallait plutôt éviter Facebook, si j'ai bien compris. Bah, j'ai pas dit qu'il fallait éviter, j'ai dit que là le problème c'est que c'est qu'en fait Facebook vous redonnez plus de place aux communications entre amis personnelles qu'aux communications publicitaires. Et en fait il y a aussi beaucoup de pubs à distribuer, enfin de communication à distribuer sur les fils d'actualité, donc il faut bien qu'ils fassent un tri. Et donc déjà, ils avaient déjà diminué ce qu'on appelle le reach. Le reach, c'est le nombre de personnes qui sont exposées à une publication. Mais là, ils vont carrément supprimer, c'est que si on ne paye pas, on ne sera plus diffusé. Et il faut savoir que très peu de gens font la démarche d'aller sur une page. Et ils reçoivent l'information dans leur fil d'actualité, mais ils font peu la démarche d'aller sur une page professionnelle. Vous dites... Si on ne paye pas, c'est particulier ou professionnel? En fait, si vous ne payez pas la publication depuis votre page professionnelle. D'accord. Vous savez, quand on vous propose de sponsoriser ou booster votre publication. Après, sachez quand même que ça, c'est aussi un outil extraordinaire. Alors, je répète, c'est que c'est le plus grand dossier client du monde, entre guillemets, c'est RM du monde. Donc, vous pouvez toucher des gens par centre d'intérêt. Et exclure les gens sans d'intérêt. Vous pouvez par exemple toucher des gens qui ont un centre d'intérêt pour un concurrent. Enfin, c'est assez extraordinaire. On peut s'y noyer aussi. On peut S'y noyer. Oui, mais c'est pas si... Bien sûr, une fois qu'on... Non, mais il arrive qu'on n'intéresse personne. Oui, bien sûr. Mais forcément, c'est assez compliqué de communiquer sur Facebook. Si on a les bonnes personnes et qu'on leur donne le bon message, logiquement, c'est toujours pareil. À ce moment-là, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'ils attendent en termes de comme contenu, comme type de contenu. J'aurais voulu savoir, est-ce que la façon de communiquer sur les différents réseaux sociaux doit être différente? Par exemple, sur Facebook et Twitter, ça m'arrive de voir des copier-coller. Il ne faut pas. Moi, je ne recommande pas. Il y a des petits logiciels qui permettent de publier systématiquement sur Facebook et sur Twitter en même temps. Souvent, déjà, il y a une communauté qui est commune, donc c'est un peu dommage. On peut dire que c'est de l'exposition en double au message. Mais surtout, les gens attendent pas d'avoir le même type de communication. Sur Twitter, souvent on dit qu'il faut à peu près 20% de contenu propre et 80% de contenu retweeté. En fait, sur Twitter, on se positionne un peu comme un ambassadeur ou un influenceur. Les gens vont nous suivre parce qu'on leur prémâche l'information, en gros, et qu'on retrouve des choses intéressantes. Alors que sur Facebook, on est plus dans une communication où on essaye de susciter un échange avec la communauté, poser des avis, faire des choix, montrer les coulisses, parler de son savoir-faire. Après Instagram, évidemment, c'est de l'image. C'est assez intéressant Instagram pour certains métiers aujourd'hui, tout ce qui est métier du tourisme, métier du bien-être, c'est intéressant. Est-ce que c'est intéressant de faire son propre contenu? Est-ce que c'est intéressant aussi de relayer du contenu qu'on a pu trouver intéressant, que ce soit sur Facebook? Carrément, parce que ça aussi, ça fait partie des points qu'il y a de référencement, c'est que de relayer et de partager des contenus, etc., ça aide en fait. Et puis c'est bien aussi parce que ça peut permettre de se faire connaître auprès de notre communauté, de notre cible en fait. Donc oui, c'est intéressant quand même de relayer du contenu. Il ne faut pas rester forcément exclusif. En fait, il faut se dire, je reviens encore même, mais quelle est l'information que la personne en face de moi veut que je lui délivre? Si c'est l'information qui va l'intéresser, il n'y a aucune, pas parce que c'est pas moi qui l'ai produit qu'elle n'est pas intéressante. Moi je vois sur notre page centre de formation, elle est très récente là, mais je relaie des fois des articles de blog qui sont hyper bien faits, c'est un que j'ai à réécrire. Ils sont très bien, finalement la personne qui va me suivre, elle s'attend juste à avoir l'information, elle s'en fiche un peu que ce soit moi qui l'ai rédigé ou pas. Après il faut contenir quand même du contenu propre. Mais finalement sélectionner ou relayer un article fait aussi partie de votre expertise parce qu'on va considérer que si vous l'avez relayé, c'est que vous estimez que le contenu est pertinent ou non. On doit citer ses sources. Ah oui, c'est bien. De toute façon, quand on relaie par internet, souvent il y a le lien d'origine émis. Pareil pour les images, évidemment, il faut citer si vous piquez des images. Oui, parce que bon, il y a un peu d'honnêteté intellectuelle qui doit s'appliquer. Mais en fait, les gens veulent être relayés sur internet, hein, c'est l'objectif aussi. Donc il n'y a pas de malhonnêteté quand on relaie l'article de quelqu'un d'autre, au contraire. Ce qu'on recherche sur internet, c'est ce qu'on appelle la viralité, c'est de toucher un plus grand nombre de gens. Donc quand vous écrivez un article, plus il est relayé, plus finalement... vous avez tous boosté votre activité.